Contact. Je ne nie pas qu'il y a des communautés de joueurs de Scrabble, d'amoureux de la pétanque, ou de gens qui se réunissent entre affinités ethniques ou religieuses. Mais en fait, ça me saoule. Alors, pour être honnête, moi je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que je ferais si moi-même j'étais... elle bouge, mais ça tient bien. Ça va. Qu'est-ce que je ferais si moi-même j'étais amené à vivre à l'étranger en exil? Ouais. En exil forcé ou en exil cool. Hein. Bon, déjà, en fait, je pense que ça me ferait chier de vivre à l'étranger parce que quand je suis en vacances à l'étranger, je suis hyper content de rentrer en France. J'avoue, là, c'est un vrai aveu. Bah, la bouffe, la langue, la culture. Ouais, je sais pas, c'est chez moi, quoi. Voilà. Donc tu vois, t'as une communauté, la France. Alors justement, Comme disent les gens d'En Marche, il n'y a qu'une communauté, la communauté nationale. Attends, me chauffe pas sur tout parce qu'on va pas y arriver. On va venir à En Marche après. Ouais. Bon, ou pas. Non, mais ça me dérange pas parce que non. Alors, qu'est-ce que je ferais? En fait, si tu veux, moi, quand j'ai eu 22 ans, j'ai passé 2 mois en Afrique pour un stage à l'ambassade de France au Bénin. C'est marrant. J'ai passé 2 mois à Cotonou. Ouais. Alors j'ai à la fois adoré et détesté. J'ai adoré parce que je pense que on peut pas bien connaître le monde si on connaît pas l'Afrique noire. Alors d'autres disent la même chose de l'Inde. Ouais. Personnellement, je suis jamais allé en Inde. J'ai trouvé que cette vie entre blancs était détestable. Voilà. En fait, moi, ça me saoule. Et j'ai été pris entre deux feux. Entre d'un côté le blanc de l'ambassade qui se fréquente au club de l'ONU et qui va à la piscine du Sheraton. Ouais. Et l'autre catégorie de blanc, le blanc en boubou qui veut se faire ami avec les noirs et qui en fait t'as pas compris qu'il est l'idiot utile, quoi. Ouais, c'est ça. Il restera un blanc qui a plus de thunes. Ouais. Voilà. Et je pense que c'est une expérience existentielle ou en tout cas culturelle qui est saisissante. Tu vas plein de bons sentiments. Ouais. Et tu comprends. Ouais. J'allais dire que SOS Racisme est à côté de la plaque avec l'universel, mais bon, que on est communautaire. Ah, tu vois. d'accord. Ok, vas-y. Alors pourquoi? Non, mais j'ai rien à dire. Ah si. C'est mon sentiment, c'est que. Mais non. De fait, on est un blanc de plein de bonnes intentions, à kiffer. Moi, j'ai mon histoire comme ça aussi. Plus je me suis mélangé avec d'autres gens, plus j'ai kiffé ma société. Et en fait, j'étais toujours, quand j'étais avec des Noirs, des Arabes de banlieue, j'étais Charles. Quand j'étais en Afrique, j'étais toujours le blanc, quand bien même je me mélange, je suis vraiment pas dispendieux et tout. Et donc, j'étais assigné dans le regard des autres. Mais c'est un long travail. Ouais. De désassignation. Tania de Montaigne a écrit un très beau livre qui s'appelle L'assignation, pourquoi les Noirs n'existent pas. Pourquoi les Noirs avec un grand N n'existent pas. Et en fait, je pense que juste avec cette petite minuscule ou majuscule, elle a tout dit. Elle est noire, elle est indéniablement noire de peau, ou en tout cas ce qu'on considère comme noire de peau, mais elle n'est pas noire avec un grand N, elle ne charrie pas toute l'histoire des Noirs à considérer qu'il y a une histoire univoque. Ouais. Et son frère n'est pas plus dealer qu'elle-même ne court vite. Donc si tu veux, les histoires d'assignation, ça saoule, quoi. Je vais te raconter une anecdote encore, parce que donc chez Uzbek Ereka, on organise ce qu'on appelle des tribunaux pour les générations futures. Un jour arrive un procès qu'on organise pour le musée de l'immigration, le truc à la Porte Dorée. Et c'était à l'occasion de la Semaine nationale d'éducation contre le racisme. Et le thème du procès était racisme, homophobie, haine anti-LGBT, 2 points. Faut-il abolir l'universel? Et évidemment que mon penchant naturel aurait été de jouer le rôle de celui qui réclame l'universalisme. Sauf que j'ai décidé de jouer le rôle inverse. J'ai décidé de jouer le rôle du communautariste. Et en face de moi, une jeune fille tout à fait sympathique et brillante qui était elle-même lesbienne, musulmane, pas noire, mais disons du sud de l'Algérie. Enfin française, quoi, mais avec tout ce poids identitaire sur les épaules. C'est-à-dire qu'elle pensait comme une lesbienne, elle pensait comme une musulmane, elle pensait comme une
héritière d'habitants de Tamanrasset, quoi. Je sais pas si elle était de là, mais en tout cas du sud de l'Algérie. On a décidé de croiser les rôles. Et donc elle a joué la républicaniste, Oui. border printemps républicain, et moi j'ai joué le rôle d'Edwy Plenel, quoi. Ouais. C'est-à-dire le blanc qui culpabilise d'être blanc, qui demande pardon tout le temps. et qui demande pardon tout le temps. Voilà. Et il s'est passé un truc très bizarre en 2 temps. Premier temps, j'ai écrit un discours extrêmement déculpabilisé en reprenant toute la rhétorique indigéniste. Ouais. Bon, il peut m'arriver d'être bon à l'oral, Ouais. il peut m'arriver d'être mauvais à l'oral, mais sincèrement, je te jure, là, j'étais électrisé par mon rôle. C'est-à-dire que j'ai senti la foudre de la zone, on dit parfois, s'abattre sur moi. Ouais. Et je pense que je n'ai jamais été aussi convaincant tout en ne pensant pas un mot de ce que je disais. T'étais dans la zone, comme disait Georges Eddy, commentateur de basket. Dans la zone. Ouais. Dans la zone. Et j'ai été applaudi par tous les Noirs, par tous les Arabes de l'assistance. Et à la fin, il y a des mecs qui sont venus me voir en me disant « Putain, mon frère, c'est trop bien ce que tu as dit, on est trop d'accord. » Et là, j'ai enlevé ma robe d'avocat et je leur ai dit « Mais les gars, Je suis pas d'accord. c'est un jeu. » Ouais. Et là, j'ai été traité de traître. Ouais, on est trop déçus, t'es dégueulasse et tout. Par cet exercice-là, j'ai pu expérimenter le long travail. Ouais. D'abord à faire sur soi, parce que c'est facile de jouer le rôle du communautaire. En vérité, c'est hyper facile. J'avais pas été bon parce que j'étais bon, j'avais été bon parce que c'est une rhétorique toute dégueulasse. Bah t'as une clientèle garantie. Ouais. Je me souviens, quand j'étais à SOS Racisme, on avait travaillé à l'époque, je sais pas si ça te dit quelque chose, Joe Star et sa nana à l'époque, je sais plus qui c'était. C'était Béatrice Dalle? Non, Une autre. Non, une Martiniquaise. Ok. Ah, présentatrice là. Bon, peu importe. Super sympa. Ok. Ils avaient fait un truc vachement chouette. Ils avaient lancé un truc pour que les jeunes s'inscrivent sur les listes électorales. Ouais. Ouais, je m'en souviens. Et j'avais discuté avec cette fille. Et roulant dans la discussion, elle me dit mais comment c'est possible toi que comme blanc tu sois dans les trucs de célébration, d'abolition de l'esclavage, tout ça. Et je dis mais enfin comment ça comme blanc, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Elle dit bah ouais vous les blancs. Je dis attends, je t'arrête tout de suite. Moi je pense pas comme, enfin je pense pas comme un blanc. Ouais, je suis contre l'esclavage parce que je suis contre l'esclavage, pas parce que je suis un blanc émancipé ou parce que je suis ami avec les noirs. Je veux dire, d'où ça sort ça, quoi. Ouais. Et si tu veux, le débat politique, pas seulement sur les questions ethniques ou religieuses, doucement, il a glissé vers une assignation qui condamne le retraité à ne parler que de sa retraite, la femme à ne parler que de sa condition de femme. C'est une conséquence de l'individualisme, ça. Chacun voit midi à sa porte, donc chacun sa porte, quoi. Non? Ouais, c'est possible. Je pense que c'est surtout une conséquence, enfin je pense que c'est surtout complètement con. Et que, avant toute chose, c'est stupide. C'est-à-dire, bon, on n'ose jamais dire que c'est stupide, mais en fait c'est stupide. C'est-à-dire que, oui, on peut avoir toutes les raisons du monde. Par exemple, je t'en donne une, qui vaut ce qu'elle vaut, hein. C'est Will Self, l'écrivain de science-fiction britannique, qui disait ça à propos de l'individualisme et des réseaux sociaux, d'internet et tout ça. Il disait qu'à partir du moment où on avait passé la barre des 7 milliards, eh ben, ce que tu représentes toi en tant qu'individu au regard de ces 7 milliards est très largement inférieur par rapport à ce que tu représentais quand on n'était que 3 milliards. Et donc, plus on est nombreux sur Terre, et plus on a tendance à vouloir exister en tant qu'individu. Je trouve que c'est assez intéressant comme remarque. Donc Ouais. oui, c'est une conséquence de l'individu, mais c'est surtout, alors c'est là où moi, après ça, c'est un peu mon obsession, c'est les conditions technologiques d'existence. Ouais. Je pense que très sincèrement, nos consciences sont déterminées par les conditions technologiques d'existence et qu'à partir du moment où tu peux hurler sur Twitter d'avoir été maltraité par un service client et que la boîte en question t'offre ton poids ou je sais pas quoi, et bah tout à coup t'as découvert que t'avais du pouvoir. Ouais. Donc en fait, si tu veux, moi mais par mon histoire, par mes engagements politiques, par aussi je pense par nécessité,
je suis profondément universaliste. Oui, bah, ton histoire, j'ai l'impression, tout ça de fil blanc presque. Bah oui. T'as tellement pioché. Alors forcément, on pourra ensuite rétorquer que mon universalisme est un déterminisme et que bon, c'est la mise en abîme de machin en fait qui je suis et tout. Oui, en bonne partie. Et d'ailleurs, j'aimerais mettre un peu d'eau dans mon vin. Je suis obligé en tant que Français, en tant que républicain, en tant qu'universaliste, je suis obligé de tenir compte des revendications identitaires. Je peux pas les balayer d'un revers de main. Et d'ailleurs, je suis obligé moi-même de... Mes amis et moi, car j'ai des amis politiques, intellectuels et culturels qui pensent la même chose, on est obligé de trouver des arguments pour défendre cet universalisme. Par exemple, le privilège blanc. Ouais. Là, pour moi, c'est génial cette histoire de privilège blanc, parce que, en fait, ça tombe sous le sens. C'est absolument évident que un blanc, en France en tout cas. Hein, voilà, dans un pays blanc. Moi, ce que j'aime pas avec le privilège blanc, c'est qu'on en parle dans l'absolu. Bah non, c'est relatif, ça dépend des pays. En fait, l'histoire officielle est une histoire blanche, est une histoire masculine, est une histoire occidentale. Oui, mais en Occident. Tu vas en Chine, privilège blanc, oublie. Alors, certes, bien sûr. Ce que je veux dire par là, c'est que, tu vois, c'est ça qui est formidable avec les indigénistes, c'est que ils te sortent des trucs qui, genre, tombent sous le sens. Ouais. Par exemple, l'affaire des pansements. Tu vois, c'est quand même normal d'avoir un pansement noir sur une peau noire. Tu te dis, ah ouais, c'est vrai, putain, mais enfin, bien sûr, ah, j'ai un privilège blanc, tout ça. Mais retournons 2 secondes la question. J'ai pas, moi, un privilège blanc. C'est ceux qui n'ont pas de privilège. Tania de Montaigne avait dit ça. Ben, bien sûr. Ouais. Donc en fait, c'est débile. Moi, je suis pour l'égalité. En fait, la réponse, elle est simple, c'est l'égalité. Donc, et mon universalisme n'est pas un universalisme jacobin, idiot, colonialiste, façon Troisième République. Ouais. Même si y a des choses bien qui ont été faites sous la Troisième République, c'est un universalisme qui tient compte des spécificités, qui tient compte mais d'ailleurs de la liquidité entre identités. Ouais. Moi, mon identité personnelle, mais pas plus que la tienne, que celle de n'importe qui, elle est astreinte, immuable. Je change d'identité au fur et à mesure. Et je peux tomber amoureux d'un paysage et me dire ici c'est chez moi. Je peux découvrir un écrivain et me dire putain, par exemple, tu vois, je me suis mis à aimer le Nigeria alors que j'ai jamais foutu les pieds et que j'en ai toujours eu peur, surtout depuis que j'ai fait mon stage au Bénin où on me disait surtout tu vas jamais à Lagos, c'était pas très loin pourtant, parce que tu vas te faire couper la tête, il y a des Allemands là, ça a beaucoup changé. Non mais ça a beaucoup changé. Ce que je veux dire c'est que maintenant je me suis mis à presque soutenir l'équipe du Nigeria ou à regarder ce qui se passe au Nigeria après avoir lu les bouquins de Chimamanda Ngozi Adichie. Et tu t'es mis à suivre le PSG avec JJ Okocha? Non, parce que j'ai lu Adichie après. Ah, dommage. Non, le PSG, jamais de la vie. Ok. Et alors pourquoi non mais alors, pourquoi le PSG, jamais de la vie? Tu vois, en fait, des gens disent oui, c'est un club de fachos. Non. Bon, moi, j'ai toujours considéré que mes potes qui supportaient le Paris Saint-Germain n'étaient pas des fachos et que donc c'était vraiment dégueulasse de... Mais par contre, pour moi, c'est vraiment un club de la banlieue ouest, quoi. Les mecs s'entraînent à Saint-Germain-en-Laye, ils ont tous des baraques à Vaucresson. Enfin, pour moi, c'est les déjeuners familiaux du dimanche, quoi. Ouais, je comprends. Donne-moi un club parisien et je le soutiendrai. Mais le me Red donne Star. pas. Ouais, d'accord, non, mais un club, quoi. Bah, le club. Paris FC. Oui, bah, je regarde un peu les. On n'est pas là ici, hélas, pour parler de foot. Non, mais le foot ça- est très ça- identitaire. bah, Donc, si tu veux y a qu'on pas parle plus d'identité, identitaire que le voilà. foot. Je peux parler avec n'importe qui grâce au foot. Ouais, Et qu'est-ce qu'on a comme langage universel? Le foot, il est plus universel que l'anglais, presque. Bref. Il y a le rock'n'roll. Bah, plus maintenant. Écoute, Sorry, Ah boomer. ouais, ok, boomer. Alors, je Bah, veux- pour moi, le rock'n'roll est universel, voilà.